Je viens de me faire le replay. Je viens de finir le match Argentine-Algérie. Waouh, non mais. Donc, les gars, cette vidéo, je vous le dis, c'est freestyle. De base, ça devait être un débrief de France-Sénégal et je devais faire les autres débriefs comme d'habitude en format court. Sauf que là, ce qui s'est passé entre l'Algérie et l'Argentine, on va faire dans l'ordre, les gars. De toute façon, je pense qu'il y aura un chapitrage dans cette vidéo. On va faire une grosse partie dédiée à France-Sénégal. On va débriefer ce match. Évidemment, victoire de l'équipe de France 3-1. Je suis trop content. Et ensuite, on va rapidement revenir sur Algérie-Argentine. Parce qu'évidemment, Messi vient de claquer un triplé dans le plus grand des calmes. J'arrive pas à m'en remettre. Je viens de finir le match. C'est pour ça que ça a mis du temps avant que le débrief Je viens de finir le match. Et ensuite, on va rapidement parler de Norvège-Irak et d'Autriche-Jordanie, que je me suis rattrapé, pas en replay, mais je me suis fait un résumé d'une vingtaine de minutes et tout. Donc, on va parler rapidement de ces autres matchs. Mais on va commencer par l'équipe de France qui réussit son entrée en Coupe du Monde. Et que c'était cardio. Que c'était cardio. Parce que vraiment, tu t'en sors avec un score de 3-1. Et heureusement que c'est la Coupe du Monde et qu'à l'arrivée, il n'y a que le résultat qui compte. Parce que si tu te fies au jeu, honnêtement, c'était cardio. C'était cardio et surtout la première mi-temps. Franchement, il faudrait presque oublier la première mi-temps et se concentrer sur les 45 dernières minutes parce que la première mi-temps, elle était catastrophique. Victoire 3-1 contre le Sénégal. La première mi-temps était catastrophique. J'avais envie de tous les tarter. Mais tous. Tous, sauf quelques exceptions près. Upamecano, Saliba et Tchouaméni. Mais le reste, j'avais tous envie de les tarter. Rien. Pas de mouvement. Techniquement, mais c'était d'une faiblesse, j'ai jamais vu ça. Le pire, c'est que vraiment le Sénégal, ils n'avaient pas fait un mauvais match jusqu'à présent, mais j'ai trouvé que le Sénégal, il jouait vraiment même pas à 100%. Imaginez seulement si déjà ils avaient la finition et si vraiment ils avaient joué avec une meilleure intensité et avec une meilleure stratégie plutôt que celle de reculer et d'attendre de voir comment ça se passe avec le ballon côté équipe de France. Parce que eux, ce qu'ils ont fait, c'est que quand nous on avait le ballon, ils ont reculé, ils ont vraiment adopté une stratégie défensive. Alors que par contre, dans notre surface du terrain, eh ben là ils ont mis le pressing. Et franchement, ils avaient géré. Ils avaient géré, enfin, malheureusement pour eux, Jackson, bon bah c'est leur buteur, donc forcément en termes de finition ça marche pas très bien, même s'il a quand même touché le poteau. Et puis les attaquants ont loupé des trucs absolument improbables. Vraiment, à la mi-temps, c'est presque un exploit qu'on fasse 0-0 contre cette équipe du Sénégal. Mais en deuxième mi-temps, on s'est réveillé. Parce qu'en fait, la première mi-temps, c'était. Là où je dis que c'était frustrant, c'est qu'il n'y avait pas de mouvement. Techniquement, c'était mauvais. Mais on a un gros problème. Alors que normalement, c'est pas censé être un problème. Mais c'est notre attaque. Parce qu'en fait, on est tellement pas organisé en attaque que c'est frustrant. Que c'est frustrant. Pourquoi? Parce que tu as un gros problème, c'est que Mbappé, il veut absolument jouer neuf. Sauf que Mbappé n'est pas un numéro 9. Mbappé, il s'en sort avec un doublé. Là, on rentre un petit peu dans l'aspect négatif et tout. Mais en vrai de vrai, les gars, pour un match de Coupe du Monde, l'essentiel, c'est les résultats. Et faire des analyses et tout, en vrai, ça sert à rien. Parce qu'à l'arrivée, ce que tu retiens, c'est celui qui va gagner. Tu t'en fous de comment il a joué, etc. C'est pas le plus important. Mais là, pour un premier match et tout, je constate ce que j'ai vu en première mi-temps. C'était chiant. C'était insupportable à regarder. T'as un Mbappé qui n'est pas à son poste mais qui insiste absolument pour jouer neuf. T'as un Dembélé qui du coup lui est complètement perdu parce qu'il est aligné dans un poste qui n'est pas le sien. Et tant que Didier Deschamps est à la tête de cette équipe de France, franchement Dembélé il va jamais s'en sortir. Tu sens que l'équipe de France il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Je pense qu'il attend qu'une chose, c'est que Zinedine Zidane change un petit peu des choses et qu'il adapte en fonction des joueurs et tout. Parce que Dembélé c'est lui à chaque fois dans la ligne d'attaquant où il perd des points. Parce qu'encore une fois, son match, il n'a pas été bon, mais est-ce que tu peux lui en vouloir? Non, parce qu'il n'est pas dans de bonnes conditions. Et en fait, Deschamps, t'as l'impression qu'il n'a pas le choix que de l'anier parce que c'est Dembélé, qu'il a le ballon d'or, etc. Mais en temps normal, Dembélé, il ne joue pas. Il ne joue pas. Très sincèrement, surtout quand tu vois l'entrée de Cherki, quand tu vois le repositionnement dans l'axe de Michael Olise, mais Dembélé, en fait, ne sert à rien. Donc en fait, pourquoi vouloir insister autant avec 4 attaquants quand des joueurs ne sont pas à leur poste? C'est ça, c'est fou, t'as 4 attaquants, t'en as 2 qui jouent pas à leur poste, c'est Mbappé et Dembélé, t'as Olise qui lui est plus fort dans l'axe plutôt que sur un côté, donc à un moment donné, en fait, c'est trop frustrant. C'est ça qui est hyper frustrant. La première mi-temps de Désiré Doué, elle était pas bonne. La relation avec Théo Hernandez, c'était catastrophique. D'ailleurs, Théo Hernandez, j'ai vraiment trouvé son match, mais pas bon du tout, même si on gagne 3-1. Mbappé, franchement, les contrôles et tout, mais t'avais envie de lui foutre des tartes, je te jure, vraiment. Vraiment, c'est énervant. Olise, on l'a pas vu. Dembélé, on l'a pas vu. T'as vu le milieu de terrain, c'est le seul qui essayait un petit peu de créer, je sais pas, des occasions, d'essayer un petit peu de casser les lignes, de créer du déséquilibre dans la défense du Sénégal et tout. Mais sinon, c'était brouillon, c'était mou, c'était mou. Et heureusement qu'on a une charnière Saliba ou Upamecano qui, elle, est exceptionnelle.
C'est la meilleure charnière en défense que tu peux aligner de toute la Coupe du Monde. Le match d'Upamecano, il est extraordinaire. Et c'est l'un des seuls que tu retiens dans cette première mi-temps avec William Saliba et Aurélien Tchouaméni que je trouve avec l'équipe de France depuis un certain moment déjà. La première mi-temps était pas bonne du tout. Et très sincèrement, c'est frustrant en fait, parce que quand tu regardes la deuxième mi-temps, quand tu as des joueurs qui sont dans de bonnes conditions, qui sont à leur poste, qui peuvent exploiter pleinement leur qualité, mais ça joue beaucoup mieux. Ça joue beaucoup mieux. Ça joue beaucoup mieux. Et les individualités que je ressors de ce match, bah évidemment, t'as Kylian Mbappé qui, bon, du coup, avant le triplé de Lionel Messi, est passé en troisième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Enfin, en soi, c'est toujours le cas, parce que Messi, du coup, il a juste doublé. Enfin, bref, Mbappé qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Il a dépassé Juste Fontaine, et il est du coup à 2 buts. Pour l'instant, hein, parce que Messi, il est parti pour faire une Coupe du Monde de bâtard encore. C'est incroyable, ce mec. Il est à 2 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Mbappé, en Coupe du Monde. Son match, oui, il est dégueulasse. Faut dire ce qui est. Mais encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, en fait, en Coupe du Monde, faut pas analyser le jeu. Parce qu'à l'arrivée, c'est le résultat qui compte, en fait. Peu importe la manière, c'est le résultat qui compte. Parce que le match d'Mbappé, il est pas bon, les contrôles, techniquement, ça n'a pas été bon du tout. Mais quand il est à l'arrivée, en fait, il s'en sort avec un doublé. Et au final, on a tous sauté de notre chaise, on a tous sauté de notre canapé. Parce qu'Mbappé, il a mis 2 buts. Et le troisième but qu'il met, juste après le but de Ibrahim Mbaye, il va te mettre un but stratosphérique. Le mec a fait un power shoot dans la vraie vie. Et au final, on est content. Et c'est tout ce qu'on va retenir de ce match. C'est tout ce qu'on va retenir. Parce que c'est la Coupe du Monde. C'est pas un match de club et tout, sur toute une saison et tout. Il y a des moments où tu vas vraiment analyser, il y a des joueurs qui sont en méforme et tout. Les gars, Mbappé, il a mis un doublé, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est tout ce qu'il faut retenir. Même si son match, il a pas été bon. Et le mec qui a relancé son match, c'est Michael Olise. Les gars, faut dire ce qu'il y a. Oui, Mbappé, c'est la star et tout. Oui, Mbappé en mode Coupe du Monde, c'est stratosphérique. Mais aujourd'hui, le meilleur joueur de cette équipe de France, le mec qui va te sortir de situations qui sont compliquées, le mec qui individuellement, par sa qualité technique, par sa qualité de passe, par sa qualité à faire créer des espaces et tout, par sa technique, par son talent, mais c'est Michael Olise. Sans Michael Olise, il n'y a pas le match de Kylian Mbappé. Sans Michael Olise en deuxième mi-temps qui se réveille par ses passes et son repositionnement dans l'axe, l'équipe de France ne gagne pas ce match. C'est Michael Olise qui débloque la situation. La preuve, c'est que c'est même pas Mbappé qui prend le trophée d'homme du match, c'est Michael Olise. Incroyable. Après son triplé contre l'Irlande du Nord, incroyable. Michael Olise, pourtant, et là c'est mea culpa de ma part, moi j'ai toujours dit Michael Olise, là où il est plus fort, c'est à droite. Mais il faut dire ce qui est, Michael Olise, en équipe de France, là où il s'épanouit le plus, c'est dans l'axe. Donc concrètement, tu fais quoi de cette attaque? Et en plus de ça, quand tu vois les 2 buts que met Mbappé, c'est pas des buts de neuf, hein. Il y a aussi le penalty qui a failli être accordé. Heureusement qu'il n'a pas été accordé parce qu'il n'y avait pas faute. Mais en fait, là où il est le plus fort, c'est sur un côté. Là où il fait des différences, c'est sur un côté. Donc en fait, tout le monde se marche entre eux. Et c'est ça qui est hyper frustrant en fait avec cette équipe. T'as la meilleure attaque du tournoi sur le papier, mais t'exploites pas pleinement leur qualité et leur potentiel. C'est ça qui rend fou. Parce que t'as un mec qui va absolument se focus pour jouer neuf et tout, alors qu'encore une fois, là où il est le plus fort, c'est sur un côté. C'est sur un côté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire au final? Qu'est-ce qu'il faut faire? Michael Olise, tu le laisses en 10. Moi, Mbappé doit être sur un côté. Bon, ça sera bon pour Mbappé et ce sera aussi bon pour Dembélé qui, lui, a l'habitude de jouer neuf dans un positionnement où lui, il peut décrocher, où lui, il peut créer des espaces et tout pour les ailiers et tout. C'est frustrant, en fait. C'est frustrant. C'est frustrant. Mais bref, victoire 3 buts à 1. Le match d'Upamecano, les gars, monstrueux. Franchement, les joueurs du Bayern ont été monstrueux. Avec Saliba, la charnière, elle a été incroyable, vraiment. T'es tellement serein avec Dayot Upamecano. La couverture, comment il arrive à garder, à conserver des ballons alors qu'il est dos au jeu. Sa qualité de vitesse, sa capacité à aller vers l'avant aussi. Je vous jure qu'à un moment donné, j'avais la tête baissée sur mon téléphone et tout. Je regardais ce qui se passait un peu sur les réseaux. Et à un moment donné, sur les toutes dernières actions, je vois Upamecano qui tape une percée et tout. Je me demandais si c'était pas Marcus Thuram qui était rentré. Je pensais sincèrement que c'était Marcus Thuram qui était rentré et que j'avais pas vu à quel point il allait vite vers l'avant. Mais non, c'est Upamecano qui a tapé un sprint monumental. Malheureusement, ça n'a pas abouti à grand chose. Mais voilà, le match d'Upamecano était monstrueux. C'est pour moi l'homme du match avec Michael Olise. Parce qu'Mbappé, il met ses 2 buts, c'est très bien. Et évidemment, on est tous ravis et on a besoin d'un Kylian Mbappé comme ça en mode Coupe du Monde. C'est phénoménal. Mais honnêtement, les 2 joueurs qui, pour moi, sortent du lot dans ce match, c'est Michael Olise parce qu'il te change la physionomie du match, et Dayot Upamecano parce que dans la période où l'équipe de France n'était vraiment pas au top, et ben lui il était au top, avec Saliba, avec Tchouaméni également. Voilà. La deuxième mi-temps de Jules Koundé était bien mieux que la première qui était catastrophique. Théo Hernandez, moi je dis, je pense que Lucas Digne doit être titulaire. Très sincèrement. Je pense que Lucas Digne doit être titulaire. Et en vrai, oui, la deuxième mi-temps de Jules Koundé était un peu mieux par rapport à la première, mais moi je suis presque sûr qu'un Malou Gusto aujourd'hui il va t'apporter plus qu'un Jules Koundé.
C'est compliqué, Jules Koundé. Nos latéraux, c'est compliqué. Là où pendant longtemps c'était notre force, là c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Le milieu de terrain, Tchouaméni a vraiment fait un bon match. Adrien Rabiot en Coupe du Monde, il est vraiment très bon. Faut dire ce qu'il y a, Adrien Rabiot, on le critique et tout, etc. Mais franchement, à chaque fois, il fait le taf. À chaque fois, il fait le taf au milieu de terrain. Il fait le taf. Il répond présent et tout. Dès qu'on a besoin de lui, il rend ses services et tout. Il fait le taf, franchement, Adrien Rabiot. L'entrée de Barcola qui va faire. Je vous dis, Dembélé, c'est celui qui perd des points dans ce match. Mais l'entrée de Barcola qui va te mettre un but. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait le mettre parce qu'on sait à quel point c'est compliqué. Barcola, la finition avec le Paris Saint-Germain et tout. Mais franchement, les gars, quand on joue au foot, quand nos joueurs vraiment peuvent exploiter pleinement tout leur potentiel, tout ce qu'ils sont capables de faire quand ils sont dans de bonnes conditions, les gars, il n'y a personne qui peut nous tester. Il n'y a personne qui peut nous tester. Et c'est à l'image de cette deuxième mi-temps, où dès qu'on a mis le pied sur l'accélérateur, ça fusait. Ça fusait. Prochain match, les gars, c'est contre l'Irak. On va parler rapidement du coup de cette équipe de l'Irak. Voilà pour l'équipe de France, la parenthèse elle est fermée. Le prochain match ça sera lundi, évidemment on sera en débrief pour parler de tout ça. Le match de la Norvège contre l'Irak que j'ai trouvé un très bon match. Franchement les gars, depuis le match Belgique-Égypte, je trouve que cette Coupe du Monde prend une autre tournure avec des matchs qui sont vraiment intéressants et qui sont très dynamiques. J'ai beaucoup aimé le match, dommage pour l'Irak parce que franchement le score il est lourd. Le score il est lourd, ils ont fait un bon match, mais tu sens quand même voilà les limites de cette équipe, surtout d'un point de vue défensif. Et quand tu as une armada offensive comme celle de la Norvège, alors que pourtant, franchement, les buts qu'ils ont mis, c'est quand même des tapines. Haaland, il te plante un doublé pour son premier match en Coupe du Monde. C'est 2 buts vraiment à la Erling Haaland. Déjà, le premier but, voilà, c'est presque un tapine, mais encore une fois, il a été parfaitement servi. Et le deuxième, c'est une erreur. C'est une erreur, et évidemment, en Coupe du Monde, des erreurs comme ça se paye cash. Mais franchement, l'Irak, en tout cas, offensivement, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ce qu'ils ont proposé. Ça peut nous aider, très clairement. Évidemment, l'Irak, je pense que si on s'en sort pas avec un score qui est vraiment en notre faveur, voilà, c'est compliqué. Enfin, on aura de quoi se poser des questions. La Norvège, j'ai trouvé quand même malgré tout qu'il y a beaucoup de failles. Beaucoup de failles. Je pense aussi que c'est la pression du retour de Coupe du Monde, la première depuis 1998 et tout. Voilà. Après, la Norvège, ça reste pas une grosse nation de foot. Hein. Faut dire ce qu'il y a aussi. La Norvège a ses failles, mais c'est pas choquant. Tu vois, c'est pas choquant. Ça fait partie des outsiders, la Norvège, mais en fin de compte, la Norvège, c'est pas une grosse nation de foot. Hein. Faut dire ce qui est. C'est juste qu'ils ont fait une qualification incroyable et tout, mais la Norvège, ça fait depuis 98 qu'ils n'ont pas joué la Coupe du Monde. Donc s'ils sont là aussi, c'est pas avec un big statut non plus, et c'est normal qu'ils aient des failles comme ça, parce qu'ils ont des failles, et c'est normal, tu vois. Mais dans l'ensemble, la Norvège voilà, a géré 4-1, je pense que ça va leur faire du bien. Le Norvège-Sénégal va être hyper intéressant, va falloir faire attention au Sénégal, va falloir se relever. Mais je pense que sur ce groupe, voilà, à mon avis, les trois, que ce soit France, Sénégal et Norvège, vont passer. Donc en vrai de vrai, pour la Norvège, c'est la bonne opération. L'Irak, voilà, ils ont montré de bonnes choses, mais malheureusement, dans un groupe de ce niveau, vu la faiblesse que tu as en défense, ça risque d'être compliqué d'accrocher des résultats. Là, tu viens de manger à 4-1 et tout. Je pense que tu peux déjà dire au revoir à ta Coupe du Monde, malheureusement. Même si, encore une fois, il y a des belles choses qui ont été proposées. Et puis, les gars, Algérie, Argentine. En fait, je rigole, mais Messi, c'est trop. Hein. Messi va avoir 39 ans la semaine prochaine. Hein. C'est sa 6e Coupe du Monde. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il vient de la gagner en étant meilleur joueur. 2e meilleur buteur. Je sais pas ce que tu veux dire de plus. Le mec va te fracasser l'Algérie tout seul. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein, cette équipe de l'Argentine est très forte collectivement, ça reste quand même encore bon. Mais je trouve quand même c'est un cran en dessous par rapport à 2022. Mais Messi, en fait, c'est fou, quoi. C'est fou. Non, mais vraiment, c'est fou. Mais c'est fou. C'est fou. Le mec a mis un triplé à 38 ans, à 39 ans la semaine prochaine. Et vous avez vu les buts qu'il met. Le premier but, c'est une frappe incroyable. Le deuxième but, bien que ce soit Zidane qui fasse un mauvais arrêt et derrière il va mettre le but, c'est lui qui est à l'origine de l'action. C'est lui qui va trouver la passe. Et le troisième but, c'est lui qui est aussi à l'origine de l'action. Et il va finir. 38 ans. Le mec, tu te dis, c'est bon, il est cramé, il va jouer sa Coupe du Monde, chill et tout. En vrai, il a plus rien à prouver. Triplé. Triplé. Et le mec te met un triplé pour le premier match. Il va te mettre KO l'Algérie, qui a vraiment pas été bonne du tout. Ils ont pas cadré un seul tir, c'est quand même assez inquiétant. Mais les gars, mais ce joueur, c'est trop. Ce joueur, c'est trop. Ça fait 20 ans qu'il est comme ça. Et le mec, tu sens encore... Le mec a encore le niveau pour jouer en Europe, mais large. Large dans beaucoup d'équipes d'Europe. Mais il fait le taf de fou. Le mec, c'est fou. C'est pas possible. En fait, c'est énervant de fou. C'est énervant d'être aussi fort. Comment tu peux être aussi fort ?
Comment tu peux être aussi fort à 38 ans? T'as 39 ans, dans une semaine, tu joues ta 6e Coupe du Monde. Le mec n'a plus rien à prouver. Il a tout gagné en club, en sélection. C'est le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du Monde. C'est le 2e meilleur buteur de tous les temps. Il peut aller taper les 1000 buts sans souci. Le pire, c'est que c'est même pas un objectif qu'il trotte en tête, contrairement à Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur passeur de l'histoire du football. C'est le meilleur buteur. Et le match qu'il fait encore, les gars, j'ai l'impression de revoir la Coupe du Monde de 2014. Où le... Non, c'est trop. Le mec, t'as l'impression qu'il pourra jamais s'arrêter, quoi. C'est fou. C'est fou. Je pense très sincèrement que Messi, quand il va prendre sa retraite, et ça devrait pas trop tarder, hein, en vrai, profitons-en d'ailleurs, parce que là, honnêtement, les derniers matchs, c'est incroyable. Mais s'il prend sa retraite, c'est même pas une question de niveau quoi, c'est juste une question d'envie, en fait. Parce que le niveau, je pense très sincèrement, s'il continue comme... En fait, c'est fou. Les gars, je sais même pas quoi dire, je sais même pas les mots. En fait, comment tu veux analyser un mec qui est le meilleur joueur de ce sport? Très sincèrement, moi, j'étais en train d'avoir... J'avais le débat avec mon frère tout à l'heure, pendant qu'on regardait le match. Mais si il gagne une Coupe du Monde pour la 2e fois de suite, en terminant meilleur buteur, meilleur joueur, c'est-à-dire que même dans le sport, qui est meilleur que lui? Parce que moi, je vous dis sincèrement, si l'Argentine prend la Coupe du Monde 2026, fait back-to-back, que Messi termine meilleur buteur, meilleur joueur du tournoi, déjà, je pense que rien ne l'empêche de prendre un 9e ballon d'or s'il faut. Déjà, juste ça. S'il refait ce qu'il a fait en 2022, rien ne l'empêche de prendre un 9e ballon d'or, sachant qu'il joue à l'Inter Miami, qu'on soit clair là-dessus. Dans l'histoire du sport, honnêtement, t'as Mohamed Ali, je pense, et Michael Jordan, dans le débat des GOAT. Mais Messi, s'il prend une 2e Coupe du Monde, je suis désolé, mais voilà. Ah, c'est une folie. C'est une folie. Franchement, ce joueur, c'est trop. J'ai rien à redire de plus. C'est incroyable comment il est trop fort au foot. C'est de mec. Et puis, t'as une course qui se fait pour être meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec Mbappé. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça y est, le prochain match contre l'Autriche, le mec il va devenir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et Mbappé, il va tout faire pour le rattraper. Mais le mec a 38 ans. Il casse encore les couilles. C'est un truc de malade. Bref, voilà pour l'Argentine. Et puis Autriche-Jordanie, bon, j'ai vu rapidement le résumé, j'ai pas vu le match en entier et tout. La Jordanie qui, par rapport au match amical que j'ai vu contre la Colombie, s'est plutôt bien débrouillé. Franchement, j'ai été assez surpris. Et c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a vraiment pas de petites équipes dans cette Coupe du Monde. Vraiment, la Jordanie, ça fait partie des équipes les plus faibles. Et honnêtement, malgré la défaite 3-1, j'ai trouvé dans l'ensemble qu'ils avaient plein d'envie, plein de motivation. Mais encore une fois, tu sais, ce genre d'équipe, t'as beau avoir toute l'envie du monde et tout. Des fois, quand t'as des équipes qui ont des individualités plus fortes, des joueurs plus expérimentés et des joueurs qui ont plus l'habitude de jouer ce genre de tournoi, forcément, c'est là que tu vois la différence aussi. Mais l'Autriche, voilà l'Autriche qui a fait le taf, honnêtement, sans forcément forcer non plus. L'entrée d'Arnautovic, incroyable quand même. Arnautovic qui va te mettre 3 buts, un hors-jeu, mais un penalty et un but sur corner et tout. Franchement, le mec est encore là. Ils ont encore des vétérans, les Autrichiens, et David Alaba et tout. Bon match sympa de la part de Konrad Laimer, c'était pas son meilleur non plus, mais il a fait le taf. Mais voilà, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Je pense que l'Autriche contre l'Argentine, on va voir ce que ça va donner, mais l'Algérie, attention, parce que là, cette défaite 3-0, alors oui, c'était l'Argentine en face, faut dire ce qui est, puis c'est Lionel Messi, voilà, en face, donc il faut dire ce qui est. Mais attention quand même, parce que franchement, dans l'envie, tactiquement, je sais pas ce qu'on a voulu proposer de l'Algérie, très sincèrement, parce que t'avais une composition qui était assez prometteuse et tout, et honnêtement, tous les joueurs ont été décevants. Tous. Tous. Même le petit Maza et tout, c'était le crack et tout. Pas fou. Donc voilà les amis pour cette longue vidéo, on a tout débriefé d'un coup. Donc pour les matchs là, les 3 matchs que j'ai vus, donc Algérie, Argentine, la Norvège et Autriche, Jordanie, je mettrai également les extraits là où je parle dans cette vidéo au format short. Et puis voilà les amis, merci pour les retours sur toute cette Coupe du Monde. Prochain débrief en format long, c'est la Colombie qui joue cette nuit à 4 h du matin contre l'Ouzbékistan. Le débrief aura du retard parce que je serai pas chez moi et je suis pas sûr de voir le match en direct. Mais c'est pas grave les amis, on sera là pour débriefer la Colombie qui sera la dernière, vraiment le dernier match, c'est la Colombie. Donc ça sera le prochain débrief les amis. Nous on se donne rendez-vous très bientôt, lundi France-Irak du coup. Et puis voilà, là on est en mode Coupe du Monde, on s'arrête pas et puis voilà les amis, à bientôt.